qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Les news, il y en a quelques-unes, à commencer par celle-là, elle fait plaisir quand même, c'est Moussa Diarra qui a été mis à l'honneur avant le match de dimanche puisqu'il a reçu son petit maillot floqué 100 pour les 100 matchs professionnels au TFC. Il est arrivé à 16 ans, le Pitchoun, et donc son contrat se termine cette saison, mais il vient de fêter ses 100 matchs au club. Et mine de rien, Moussa Diarra, c'est un peu un des seuls, pour pas dire le seul survivant de l'ancien TFC. Avant tous ces retournements de situation, le rachat, etc. C'est un peu le vestige malgré son jeune âge. Donc 100 matchs en professionnel, c'est pas rien. Il est en manque de temps de jeu, mais il a été mis à l'honneur. On l'a vu avec son petit maillot, je crois que c'est la tradition. D'autres l'ont eu, je crois que Nicolas Hyssen l'a eu cette saison. Ça fait plaisir pour Diarra. Toujours blessé, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, mais un pitchoun qui fait 100 matchs en professionnel, c'est quand même bien. C'est le sang. Voilà. En parlant d'un autre pitchoun, on a Ilyes Azizi qui a été sélectionné avec l'équipe de France U16, donc encore un jeune du centre qui est international. Le prochain match, c'est jeudi contre la Roumanie. Donc on suivra ça aussi de loin. Ça fait toujours plaisir d'avoir des pitchouns dans les sélections de jeunes. Il y a quelques-uns qui s'enchaînent. On pense à Mathis Niflor, là c'est Azizi. Donc que du bon pour les jeunes du centre, surtout que c'est pas les saisons les plus faciles actuellement pour les équipes de jeunes. Donc tant qu'ils peuvent assurer une sélection, c'est tout aussi bien. Et avant de parler mercato, on va continuer sur les jeunes avec l'International Futsal Cup U10 qui avait lieu ce week-end du côté du Palais des Sports. La feuille de match avait eu l'occasion il y a quelques années de commenter cette compétition organisée par l'UJS. Et mauvaise nouvelle, les Girondins de Bordeaux ont gagné le tournoi devant Nice et le Servette. Mais les jeunes U10 du TEF donc, ont terminé à la 8e place sur 16, ce qui est tout sauf ridicule quand on sait qu'il y avait quand même des grosses équipes. Milieu de tableau, voilà, ils ont imité Europa League, là, leurs aînés. Et on avait des équipes comme le PSG, l'OM, l'OL, le FC Porto ou Arsenal. Donc grosse compétition pour les U10 et ils ont défendu les couleurs du club avec honneur malgré tout. Pour continuer sur les news, on a aussi une excellente interview de Guillaume Rest qui est parue dans le magazine 11 Mondial. Donc je crois que c'était un ancien numéro qui était... Donc elle était déjà disponible en papier dans un ancien numéro, mais elle a été publiée en ligne aujourd'hui. Donc une grosse interview où Guillaume Rest revient sur son enfance, son arrivée au TEF, le fait qu'il joue dans le club de sa ville, qu'il a fait toutes ses classes là-bas, qu'est-ce que ça lui fait d'être le numéro 1 à 18 ans, la place qu'il a trouvée en préparation alors qu'il n'était peut-être pas parti pour jouer titulaire, et puis aussi l'équipe de France Espoir. Donc allez lire ça, franchement c'est assez passionnant, on voit que c'est un jeune qui se prend pas la tête et qui a la tête sur les épaules malgré tout. Je vous ai mis le lien en description du coup, en commentaire. Toi, t'as bien aimé, j'ai l'impression, cette interview? Ouais, je l'ai lu sur le chemin de l'émission là, et franchement pas mal. On se doutait que c'était un joueur quand même bien entouré, qui a pas envie de brûler les étapes, et pourtant on lui parle des rumeurs de sa position, quoi. Gardien des espoirs alors qu'il a 18 ans, gardien en Ligue 1 pour sa première saison, et franchement je trouve que ses réponses sont très sans forcément être humble, mais très justes. En fait, il arrive à mettre en avant ses qualités et aussi ses défauts. Les sorties aériennes, le jeu au pied, etc. Il est conscient qu'il peut encore progresser, donc c'est à retrouver dans 11 mondial. J'ai de méchant, moi ça m'a permis de me rappeler que 11 mondial existait encore. Ouais, très vrai. On est d'accord, hein, et moi j'ai connu que 11. Oui, c'est vrai, oui. Ah, putain, Il y avait 11 et mondial. Et mondial, qui ont fusionné ensuite. Ouais. C'était un sans nostalgie. On n'avait que ça à l'époque. Pour les anciens. On avait France Foot aussi quand même. C'est bien aussi qu'ils choisissent pour sa première interview qu'il donne depuis qu'il est professionnel. Il a choisi 11 mondial. Il aurait pu choisir la feuille de match quand même. Il aurait pu choisir la feuille de match. Bref. Il se rattrapera sur la prochaine peut-être. On lui souhaite. Dernière news avant qu'on parle de Mercato, c'est la convention / partenariat qui a été signée entre l'association Toulouse Football Cœur et Earth Game 2, donc l'association qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le monde du foot, et en partie qui œuvre pour les femmes dans les tribunes des stades, pour lutter contre les violences et les discriminations qui existent parfois. On a eu un petit communiqué qui a été publié par le club, à savoir que c'est le premier club de Ligue 1 Uber Eats qui devient partenaire de cette association. Bientôt Ligue 1 McDonald's. Bientôt, pardon, de Ligue 1, ce que vous voulez.
Et donc je voyais le texte qui a été publié. À quelques jours du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, le club est heureux de signer une convention avec l'association Her Game 2 France qui a pour mission de sensibiliser les Français à la lutte contre le sexisme en tribune et ce, en faveur d'une plus grande inclusion dans le sport. Le club pourra s'appuyer sur l'association pour monter des campagnes de sensibilisation ou encore des formations. L'objectif étant que nos supportrices se sentent à l'aise et légitimes d'assister à un match au stadium ou lors des déplacements. Nous recherchons d'ailleurs une ou plusieurs ambassadrices pour que le TFC soit représenté au sein de l'association. Donc voilà, un beau projet qui s'inscrit dans le cadre dédié aux femmes qui avait été mis en place par l'association Toulouse Football Club sur le mois de février. Ouais, exactement, c'était le thème du mois de février. Ils étaient en collaboration avec l'association Les Munitionnettes qu'on a pu présenter justement le mois dernier, qui sont intervenus à plusieurs reprises au stadium, dont une dernière fois lors du LOSC où ils ont présenté leur projet associatif dans les espaces affaires, business, etc. Il y a eu aussi une conférence qui avait été organisée la semaine dernière avec Nicolas Barre, qui est une ex-internationale et conférencière, Brigitte Thibault, qui est la première femme déléguée de la LFP, Jennifer Darbas, qui est la DGA du TFC, ainsi que voilà, d'autres personnes présentes. Donc voilà, on parlera la semaine prochaine aussi de la prochaine association qui sera mise en avant sur le mois de mars pour le Toulouse Football Club. Mais en tout cas, on voit qu'ils avancent. Il y a des projets qui sont vraiment intéressants, ils sont construits. Là, il y avait le point d'orgue qui était le 8 mars, la journée des droits des femmes. Donc automatiquement, il y a un travail qui a été fait dans ce sens-là. C'est bien. Puis il y a un meilleur suivi, je trouve. On a plus de vision concrète sur les actions, sur les partenaires. Donc ça, c'est quand même bien. Vous pouvez retrouver tout ça. Donc Vincent l'a dit, on en parlera la semaine prochaine. Les dernières infos autour du club, c'est des infos mercato. Entre hier et aujourd'hui, on a appris que 2 de nos joueurs qui sont actuellement en prêt resteraient dans leur club, à savoir Birmancevic au Sparta Prague et Anthony Rouault à Stuttgart. Donc il y avait des options d'achat qui ont officiellement été levées, donc ça a été officialisé par les différents clubs. À savoir que Birmancevic, que ce soit pour les deux, le montant n'a pas été officiellement dévoilé, mais on est entre 3-4 millions d'euros, donc ça fait un montant récupéré pour Rouault et Birmancevic. C'est 2 joueurs qui ne vont pas revenir au club, mais finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est la meilleure solution pour eux au vu du temps de jeu et de ce qui se mettait déjà en place? Sans douter que Rouault n'allait pas revenir. Birmancevic, il s'en sort bien aussi en République tchèque. Rouault, c'était un peu moi, Rouault, j'ai la même sensation que Aurier. On savait très bien que c'était niveau business qu'il était prêté, parce que le prêt, de toute façon, la clause était s'il maintient. Tu te doutes bien que ce club-là va se maintenir normalement. Dommage de pas avoir mis il avait prolongé son contrat. Oui. Pour derrière pouvoir rapporter ça c'est bien. C'est pas tout le monde qui le fait, donc je trouve ça très pour bien. Pour service rendu, c'est quand même bien d'avoir fait ça. C'est quand même une belle enveloppe à récupérer. Puis ils jouent à Stuttgart, ils vont sûrement jouer une Coupe d'Europe, donc c'est il y a eu bon un choix de sa part. quand même. Oui, je trouve. Après 3 millions, moi je trouve que c'est pas hyper cher quand même. Techniquement, on peut avoir 0, donc au final, ça reste un joueur qui a fait qu'une seule saison en Ligue 1. Et surtout, Stuttgart, ça a joué la descente l'an dernier, donc je pense que pour Stuttgart, c'est une bonne affaire. Oui, Stuttgart, très bien, mais il est très bon d'ailleurs. Les deux vont probablement continuer en Coupe d'Europe, du coup. C'est bien. Je pense que ça peut satisfaire les deux parties finalement. Complètement. Il y a toujours un côté gâchis, Birmancevic quand même, vraiment. Ouais. Quand je vois ce qu'il perf, tu te dis, putain, est-ce que ça serait pas valu le coup de lui laisser une saison de plus? J'aurais bien aimé le revoir, voir si enfin il pouvait nous montrer toutes ses qualités intrinsèques. Après, il n'était pas dans le groupe contre Galatasaray, là j'ai regardé, alors je sais pas s'il est blessé ou si. C'est possible. Parce que vu la cote qu'il avait dans son pied d'origine, on aurait très bien pu le prêter en janvier si ça n'avait pas fonctionné, quoi. Même le vendre, je sais qu'en janvier, je pense qu'on n'aurait pas forcément. Non, mais c'est passé un truc avec lui, on ne sait pas quoi, alors je ne sais pas si ça vient de lui ou après, si t'en tires ici l'adaptation. Que 3 millions, tu te rembourses pas, ce qui est peut-être un peu dommage, quoi. Est-ce que dans ma tête, je pensais que c'était moins de 3 millions qu'il avait coûté. Non, c'est ça? Non, il avait coûté. C'était pas 4 millions? Ah, d'accord, oui. Après, il a fait un an, donc c'est sûr. Il a fait un an, oui. Et puis même, le gâchis, c'est un peu, tu vois, il a eu quand même. Il a eu que des rentrées en jeu à se mettre sous la dent, et finalement, s'il n'a pas eu plus, c'est qu'il s'est pas mis en évidence à l'entraînement ou qu'il n'a pas donné plus aussi. Donc, parce qu'on le voit avec le mercato de janvier, là. Quand les joueurs sont bons, ils jouent de suite et ils sont décisifs de suite, quoi. Après, c'est pas un mauvais joueur, mais bon, il y a peut-être le mauvais contexte au mauvais moment. Ouais. Il a que 26 ans, donc il aura le temps de. Parce que c'est un joueur qui a fait beaucoup de clubs aussi, il me semble. Donc il aura le temps de se montrer. Là, au Sparta, ça se passe bien. Et je pense que même lui n'avait pas spécialement envie de revenir, donc ça reste la meilleure solution. Et il aurait coûté, selon Flashscore, 4,1 millions. Et là, l'info que j'ai, c'est qu'il partirait au Sparta pour 2,3. Donc moitié prix. Okay. Enfin, c'est ce qu'annonce Flash Résultat. Et je suis tombé sur Insta sur des commentaires de supporters du Sparta Prague, sur des publics du TFC qui nous remercient de leur avoir envoyé et qui le gardent.
Non, mais ça arrange tout le monde. Enfin, ça arrange. Si on peut rendre service. Ça reste un échec quand même. Hein. Allez, donc ça, c'est les 2 joueurs prêtés qui vont rester dans leur club. Mais on en a aussi d'autres joueurs prêtés. Le journal des prêtés, on va vous donner les résultats en commençant par Yanis Begraoui avec Pau qui a joué, qui est sorti à la 62e minute de la défaite 3-2 à domicile contre le Stade Malherbe de Caen. Pau qui est 10e donc, dans cette Ligue 2 un peu serrée des 2 côtés. Donc pas très bien placé pour jouer les playoffs, mais en même temps un peu au-dessus du wagon qui va jouer les maintiens. Donc on verra ce que ça donne pour la fin de saison. Ça se passe moins bien pour lui par rapport à... Ouais, mec, la saison dernière. Après, c'est... Il a du temps de jeu au moins. Ouais, mais pas tant que ça. J'ai vu qu'il était titu neuf là, donc c'est pour ça, mais ok. Mais c'est moins tranchant que l'année dernière. Il a perdu confiance aussi. Je pense. Begraoui, on sait que c'est compliqué. Ouais. Saïd Amulic, toujours porté disparu, mais est-ce qu'on a vraiment envie de savoir ce qu'il devient? Moi, je pose la question. Incroyable. Sa famille, ses proches, quand même, peut-être, aimeraient avoir des informations. Espérons on lui souhaite d'être toujours en vie. Pour le reste, on ne sait pas. Donc, on l'a vraiment envoyé au goulag, quoi. C'est terrible. Ouais. C'est fou. Junior Flemings n'a pas joué parce qu'il est suspendu. Donc, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. On sait pas trop. On va rester neutre. On est méchant. Oliver Zanden a joué lui aussi, mais a perdu 3-0 avec son club contre Viborg. Il est sorti à la 62e, donc ça va pas fort. Pour Cléry Herbert non plus, ça va pas fort. Il a joué tout le match, mais il a aussi perdu 2-1 contre l'équipe de Chernomoré. Je sais pas comment on prononce. Chernomoré. Difficile pour les prêter. Mamadi Bangré avec l'Estac s'en sort un peu mieux puisqu'il a joué 64 minutes dans le match face à Guingamp qui s'est soldé par un 0-0. Donc l'Estac, c'est là que c'est intéressant. Ils sont 16e avec le même nombre de points que le premier barragiste, en sachant que l'option d'achat qui a été mise sur son prêt ne sera levée qu'en cas de maintien de 3. Donc ça lutte pour la descente. À voir comment ça va être sur cette fin de saison pour voir si l'option d'achat sera levée ou pas. Et le dernier prêté, c'est Shuttle Hog qui, lui, ne joue pas tout simplement parce que le championnat reprend en avril. Exactement. On enchaîne avec la préformation et la fabrique violette. Ouais, trois bons résultats pour nos jeunes. Donc les U14, ils ont gagné 2-1 à Toulouse-Nord. Les U15 ont gagné 2-0 contre Castres. Et les U16, donc on fait le match nul 2-2 à Rodez. La N2, c'était match amical ce week-end. On vous avait annoncé un match amical face à la réserve de Pau, donc qui évolue en N3. Au final, victoire 3-2 donc pour les jeunes sur les annexes du stadium. Les Pitchouns ont imité les professionnels en renversant le score après avoir été menés 2-1. Il y avait quelques personnes sur les bords du terrain qui ont été voir le match. C'était assez sympa. Puis dans une saison qui est quand même très compliquée pour la N2, avoir une victoire mine de rien, même si c'est en amical, ça remet aussi un petit peu de confiance et de positif pour le groupe. Ouais. Les U19, eux, ne jouaient pas et les U17 devaient jouer face à Rodez, mais le match a été reporté. La grosse opération, c'était surtout pour les filles. Ouais, grosse victoire 3-1 à Cannes dans un match décisif pour la première place du championnat. Donc but d'Océane Clossier, d'Ophélie Cordier qui s'offre un doublé. On va maintenant écouter donc le coach Antoine Gérard qui nous a fait un petit résumé de ce week-end. Donc on lui a demandé d'abord comment il analysait ce match et cette victoire. Pour mon analyse du match, alors déjà, on marque un but au bout de 2 minutes, ce qui est très rare, puisque on a beaucoup de difficultés à concrétiser nos occasions. Hein, je le dis souvent dans mes comptes rendus, mais c'est vrai que là, pour le coup, une action, un but, et encore, c'est une demi-occasion, hein, puisque Ophélie lobe la gardienne de 25-30 mètres. Donc, on se retrouve dans une posture directe à mener au score. Et paradoxalement, nous qui sommes habitués à avoir beaucoup de maîtrise et à plutôt avoir le ballon, et là, on a fait 30 minutes très compliquées, avec beaucoup de déchets techniques, beaucoup de précipitations. Cannes est venu nous presser, bien évidemment, parce qu'elles avaient l'obligation de gagner, et puis en plus, elles étaient menées au score au bout de 2 minutes. Et on a eu énormément de mal à jouer au foot, de manière générale. Alors, les conditions climatiques étaient dantesques, hein, mais il a plu des seaux d'eau pendant au moins 12 heures d'affilée avant le match, pendant le match. Voilà, c'était des pluies comme Cannes, on avait rarement vu là depuis des années, donc c'était vraiment particulier comme condition. Mais voilà, on a su faire le dos rond, et puis on est sorti une deuxième fois.
et on a marqué. Donc on est à l'opposé de notre dynamique de match, c'est-à-dire on met souvent beaucoup d'occasions avant de marquer le premier. On a besoin de beaucoup d'occasions avant de marquer le premier. Et là, on a quasiment marqué 2 buts sur nos 2 seules occasions quand Cannes, par contre, s'en est créé quelques-unes et a été moins réaliste que nous, quoi. Donc sur la première mi-temps, c'est un peu le constat. Et puis la deuxième, ça a été un peu plus équilibré. On a eu un peu plus de calme. Et puis Cannes a baissé de pied au fur et à mesure du match. Puis notre banc de touche a aussi fait la différence et a amené de la fraîcheur pour bien terminer, marquer le 3e et gagner ce match important. On va parler aussi d'Ophélie Cordier qui enchaîne bien et qui marque un doublé. Pour Ophélie, c'est effectivement très bien parce qu'elle en met 2, mais elle donne aussi le 3e. Donc, elle met le premier, le 3e et puis elle donne le 2e. Pour elle, c'est positif. C'est positif. J'espère que ce sera le début d'une série pour elle, pour le groupe de manière générale, quoi, que tout le monde gagner en confiance avec cette victoire et puis ce match qu'on attendait depuis longtemps, et c'est toujours un peu particulier quand on attend les matchs depuis très longtemps. Une fois qu'ils sont passés, on se demande ce qu'il y a derrière, mais là il reste 9 matchs derrière, donc on n'a pas trop le temps de cogiter. Même si on a pris un joker d'avance, on va essayer de ne pas le perdre très tôt dans la saison. Une victoire contre donc les anciennes co-leaders. Est-ce que justement c'est le match référence de la saison? Pour répondre à ta question, c'est vraiment pas le match référence de la saison sur le plan du jeu. Par contre, dans le courage, c'est sûr que ce sera un match dont les filles vont longtemps se souvenir parce qu'elles ont fait corps ensemble dans un moment difficile. Prochain match, ce sera donc au Stadium le 17 mars face à la réserve de Lyon. C'est un match compliqué, on avait quand même gagné à l'aller. Comment le coach aborde ce match? Pour le 17, donc on reçoit la réserve de l'Olympique Lyonnais, effectivement, qui est un peu sur cours alternatif parce que l'effectif change à peu près tous les week-ends et elles sont très dépendantes des U19 qui jouent la phase élite et qui veulent le titre. Donc souvent c'est les 19 qui ont la priorité à Lyon, et le week-end où on accueille Lyon, les U19 féminines ne jouent pas. Donc je pense que l'équipe de Détroit que va nous présenter Lyon va sans doute ressembler à la meilleure équipe que la Détroit peut aligner. Donc ça va être un très beau match, et un match sur lequel on restera très ambitieuse avec la volonté de maintenir ces 3 points d'avance et surtout de conserver cette invincibilité en championnat chez nous qui dure depuis maintenant la saison dernière. Donc pas de match championnat ce week-end, mais est-ce qu'il y a un amical de prévu? On jouera en amical effectivement vendredi soir à Rodez, contre la D2 de Rodez, où on essaiera de voir aussi des joueuses du groupe U23 et des joueuses en retour de blessure pour voir un petit peu si elles ont réussi à reprendre le rythme. Grosse opposition du coup en perspective, et on va terminer avec la belle performance des U19 qui vont gagner à Clermont. Un petit mot du coach sur cette belle performance. Les U19 effectivement ont fait une très bonne opération. C'était un match très important parce que le maintien en 19 ans nationaux pour la structure générale du club et pour le projet de formation, c'est très important. Maintenir ce niveau de pratique pour les jeunes qu'on essaye d'emmener en senior. Et voilà, je pense qu'il leur manque encore 3 victoires pour être vraiment assuré du maintien. Elles jouent dimanche midi au Stadium contre Marseille, et on espère qu'elles seront soutenues par les supporters des Violettes. Merci beaucoup au coach Antoine Gérard d'avoir pris le temps, comme chaque semaine, de nous faire un petit point sur les féminines pour être complet sur les U19. Donc victoire 3-0 à Clermont, but de Ludivine Bardet, d'Ambre Laporterie et de Marianne Prévost. Donc les Toulousaines sont 3e au classement. Et pour terminer, la U23, donc à R1, le match face à la SPTT Montpellier a été reporté. Et malheureusement, elles ont pris le report sur place. Ils ont dû faire le trajet et voir que la pelouse était absolument impraticable et faire demi-tour. Il y a encore du boulot. Ouais, il y a encore du boulot. Il y a beaucoup plu à Montpellier ce week-end. Dans tous les cas, donc tu l'as dit, on remercie le coach Antoine Gérard d'avoir répondu à nos questions comme chaque mardi. Vous retrouvez les résultats de l'Académie des Féminines sur les réseaux de la feuille de match après le week-end. À chaque fois, c'est les rendez-vous. Et puis, on vous annonce aussi le calendrier des différentes équipes de jeunes et de féminines. Le vendredi, on en parle dans l'émission. Donc, abonnez-vous à nos réseaux sociaux pour ne rien rater des actus des jeunes et des féminines.